Alors, on va parler d'éthique. Donc moi, ce que je m'étais proposé, je ne vais pas vous définir l'éthique, d'abord parce qu'il faudrait presque la journée. J'ai choisi deux citations parce que je pense que ces citations illustrent bien le travail qu'on essaie de mener. La première, c'est la morale commande et l'éthique recommande. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. On est sur des recommandations. On verra tout à l'heure que notre travail s'inscrit quand même dans une tension entre la morale, bien sûr, hein, la science axiologique, et puis la déontologie. Mais on est sur des recommandations. La deuxième citation, en fait, c'est elle qui donne le sens à la presque, qui donne du sens à la première. C'est si la morale consiste dans la réponse avant la question, l'éthique est un questionnement sans réponse. Bon, c'est pas très engageant vu comme ça. Ça veut pas dire qu'on passe notre temps à se poser des questions. Ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de réponse préconçue. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire qu'en gros, tout est ouvert, qu'on est dans une démarche qui est profondément réflexive. Donc moi, je pense que le côté réflexif et recommandation, ça colle plutôt pas mal avec ce qu'on essaie de faire. Alors, est-ce qu'il y a une éthique spécifique aux INM? Ben, ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça a du sens, finalement, de définir une éthique spécifique aux INM? Je viens de vous le dire, on pose beaucoup de questions, je n'ai pas forcément la réponse. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les INM, elles rassemblent, oui, des professionnels d'horizons différents, pour certains avec des codes professionnels, donc des codes différents, un sabir différent, mais qui voient en fait les mêmes personnes, quoi. Donc l'idée, c'est un peu à un moment donné, de se retrouver et de se retrouver surtout dans nos pratiques. C'est de s'entendre, c'est ce que je vous ai mis ensuite, hein, quant à des principes et des règles, mais qui soient partagés. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit partagé, pas imposé, mais partagé, pour travailler efficacement, respectueusement aussi bien vis-à-vis de la personne que les uns des autres, en fait, vis-à-vis des uns des autres. Je pense que ça, c'est très important. On est au service de l'usager et il faut assurer une sécurité optimale. Je pense que là, on a à peu près tout. Et puis, je voulais rappeler que l'éthique, ça commence au plus près du quotidien, hein, c'est important aussi de le rappeler. On ne fait pas de l'éthique non plus. C'est bien de faire de la métaéthique, de faire de l'éthique extrêmement philosophique, mais il ne faut pas oublier que ça commence par les petits gestes qu'on a vis-à-vis des autres et qui disent justement à l'autre qu'il est quelqu'un de valeur et pas quelque chose d'intéressant. Et valeur, vous verrez, j'ai mis un S entre parenthèses parce que la personne a de la valeur, mais elle a aussi des valeurs dont il faut tenir compte. Y arriver. Ça, je pense que ça a déjà été présenté, Grégory. Donc ça, je passe rapidement, je ne vais pas faire de redite, hein, je suis désolé, j'arrive en retard. Mais vous voyez un peu où va s'inscrire notre passe éthique interprofessionnelle INM, avec un socle de formation à l'éthique. C'est vraiment l'idée de sécuriser nos pratiques. Je vais y revenir de toute manière. Alors l'éthique à la NPIs, où est-ce qu'elle s'inscrit? Moi, j'ai relevé 4 niveaux. Tout d'abord, comme l'a dit Grégory tout à l'heure, lorsqu'on travaille sur des invariants pour l'évaluation standardisée, il y a de l'éthique dedans. Il y a de l'éthique partout. Elle est présente en fait dès qu'on commence à faire de la recherche. Notre projet à nous, c'était de définir pour socle justement des invariants éthiques propres. Définir des invariants éthiques en lien justement avec la pratique de l'INM. Une fois qu'on a des invariants, l'idée c'est d'aller peut-être encore un petit peu plus loin en proposant un passeport éthique justement de pratiques interprofessionnelles et qui serait délivré donc à l'issue d'une formation organisée en 3 sessions. On y reviendra peut-être pour les détails, mais voilà en gros la démarche. L'éthique commence dès qu'on franchit la porte de la recherche. On peut définir des invariants éthiques pour ce qui est des pratiques. On peut aboutir à un passeport. Et, quatrième point, mettre à disposition des professionnels et des usagers et usagères un manuel, un guide de bonne pratique. Donc voilà le projet, petit projet. Ça, je pense que ça vous a été présenté aussi. C'est la définition en fait du l'INM. Et vous voyez que au bout de la ligne, professionnel qualifié, oui, mais donc diplômé avec une formation spécifique, agréée et une éthique. On s'inscrit là. Ça vous a été présenté aussi, je passe. Alors, quelle méthode? 2 comités, un comité de pilotage, un comité d'experts. Donc c'est pour ça que j'insiste, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, comité de pilotage, donc il y a le docteur Luigi Flora, le professeur Bergodino, notre serviteur. Et comité d'experts, donc on a le professeur Bernard, Christine Bellhomme, le professeur Palissard, docteur Guillon, professeur Nizar et docteur Nogassi. Alors, quelle méthode? L'idée, là encore, c'est d'avoir une méthode qui soit spécifique aux INM. Je vais juste reprendre quelques points, je ne vais pas tout vous dire, mais quelques points importants. Il faut qu'on soit spécifique aux INM, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais spécifique, ça ne veut pas dire non plus qu'on se décorrèle des principes généraux de l'éthique. C'est ce que je vous disais quant à la question de savoir s'il y avait un sens finalement à définir une éthique spécifique des INM. Il y en a un, mais il ne faut pas que ce soit hors sol. On va travailler sur les invariants éthiques, méthode bien entendu intègre.
L'interdisciplinarité, l'intersectorialité est absolument fondamentale dans le travail qu'on veut faire, vous vous en doutez. Et puis l'idée, c'est sur une méthode vraiment participative. L'étape 1, donc, c'était la conception. Donc, on a commencé par travailler sur des chapitres. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des auteurs qui m'ont envoyé finalement pas mal de textes avec une grande liberté. Moi, j'avais voulu qu'il y ait une grande liberté de la part des auteurs. C'est-à-dire qu'on ne soit pas sur des principes éthiques qu'on a déjà tous lus, qui sont déjà écrits. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. On s'en sert, mais ça n'a pas d'intérêt. Moi, je voulais des choses qui remontent du terrain. Donc on est parti sur ces chapitres, on en a fait une synthèse, et puis ça nous a permis justement de commencer à travailler sur des recommandations. L'idée maintenant, c'est d'ajuster les recommandations. Donc on commence aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on ne va pas vous présenter les invariants éthiques, puisqu'on est en train de les terminer, on est à 99% du travail. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais on va déjà vous présenter un peu, je finis la méthodologie, puis je vais vous montrer où on en est. Il y a une réunion, donc des réunions qui sont prévues en avril, notamment avec le comité d'experts. Et puis il y aurait des réunions là encore de relecture du comité d'experts et la préparation du vote. L'étape 3, donc c'est le vote des 4 collèges en mai 2023. Ce qui est important, c'est cette notion de conserver des items de recommandation qui auront obtenu 75% d'accord dans chaque collège, puis 75% d'accord pour tous les collèges. On ne voit pas ça partout. Je trouve que quand on parle d'éthique, c'est vraiment important. Encore une fois, l'idée, c'est de définir la manière dont on veut travailler ensemble. Troisième point, restitution des résultats à chaque votant et collaborateur. Là aussi, je trouve que c'est particulièrement important quand on s'est investi dans une procédure de scrutin. L'étape 4, c'est la rédaction du guide, donc de recommandation en juin 2023. Donc rédaction finale. On finalisera le diaporama. L'idée aussi, c'est de pérenniser des ressources documentaires qui seront à disposition sur le site internet. Présentation aux parlementaires et aux élus, donc ça c'est fin septembre 2023. Donc on va restituer le travail, les recommandations, lors d'un colloque qui aura lieu donc à l'Assemblée nationale ou au Sénat. On va recueillir bien entendu les remarques des parlementaires lors de cette session et on ajoutera ces remarques dans le guide final de recommandations méthodologiques et éthiques spécifiques. Et ensuite, bien sûr, on passera à la publication. C'est l'étape 6. Donc, diffusion du livre, en fait, prévue fin novembre. Donc, présentation du guide à la presse et aux acteurs de la santé. Diffusion sur les réseaux sociaux et Internet. Et sensibilisation de partenaires européens pour l'extension de la démarche. Grégory en a parlé, mais peut-être même le monde entier. Ça. Ok. Bon, je n'avais rien de prévu pour cet été. Alors, il y en a une qui va être contente. Bon, les résultats. Alors, je vais vous montrer les premiers résultats. Une ébauche. Comment est-ce qu'on a construit, comment est-ce qu'on est en train de finaliser notre guide? En fait, je vous ai dit, on a reçu pas mal de textes. On a fouillé un petit peu, on a soulevé le tapis de l'éthique, on est allé regarder un petit peu ce qui se faisait en ce moment. Je pense notamment à l'IA avec le dernier avis du CCNE. Bon, il a fallu organiser tout ça. Ce qu'on a proposé, c'était vraiment d'organiser en fait notre manuel d'éthique en se fondant sur la notion de relation. Alors, Grégory l'a bien rappelé tout à l'heure, la relation, c'est pas un soi, c'est pas un traitement, c'est pas une intervention, mais on est en relation. On est en relation les uns avec les autres. Encore une fois, on appartient à des univers souvent très différents, mais on est en relation les uns avec les autres autour d'un usager. On est en relation avec l'usager, on est en relation avec les institutions. C'est ce que je vous ai présenté là. La première partie, par exemple, on va s'intéresser sur les relations avec l'environnement éthique, les relations qu'on entretient avec les textes éthiques, et entre autres la déontologie, mais pas seulement. Et puis, comment émergerait finalement une éthique de la relation? Tout ça va être traité dans la première partie. On va être sur les principes généraux, l'éthique principiste et l'alliance thérapeutique. Je pense que ça méritait vraiment un chapitre important. Deuxième partie, on va être sur la relation entre les professionnels. Déontologie, oui, mais pas que. Transdisciplinarité, je pense que ça c'est fondamental. On va travailler aussi sur, on va dire, une approche des épistémologies non orthodoxes, épistémologies non conventionnelles, parce qu'il y a de l'incertitude et qu'il faut la réintégrer, cette incertitude, parce qu'il y a tout un tas de gros mots qu'on appelle l'effet placebo, l'effet non spécifique. Toutes ces choses-là, il faut que ça apparaisse, il faut qu'on s'en empare, et il faut qu'on la traduise en éthique. Le troisième point, en fait, c'est le lien, ce que je vous disais, aux organisations de santé, parce qu'on ne travaille pas en vase clos. La santé globale, la citoyenneté. Donc ça fera l'objet aussi de 2 chapitres. À la fin de tout ce travail, une synthèse, qui est déjà plus qu'amorcée, puisque c'est cette synthèse qui nous a permis justement d'aboutir, je vais vous montrer,
à l'extraction de proto-invariants, de pré-invariants. Donc l'originalité de ce travail, comme je l'ai dit, c'est qu'on a des articles qui sont vraiment originaux. On a les fondamentaux d'éthique, mais on a aussi les articles originaux. On a une trame qui est axée sur la relation. Et surtout, on a fait des focus sur les contextes éthiques, sur l'intelligence artificielle, sur les épistémologies non conventionnelles, tout ce qu'on ne trouve pas forcément dans les manuels d'éthique. Un petit point sur les auteurs, parce que je vous ai dit, c'est un vrai travail d'équipe. Donc, je remercie déjà les quelques auteurs que j'ai porté les noms ici. Donc, Ghislaine Achali, Fabrice Bernat, Guillaume Durand, Pierre-Luc Hermite, Grégory Minot, Julien Nizar, François Paille, moi-même, et d'autres encore à venir, parce que j'en reçois encore des textes, c'est plutôt chouette. Alors, je vous ai dit, on a fait une synthèse. Notre synthèse, elle a permis l'émergence, on va dire, de 3 perspectives. Il y a un niveau fondamental qui sera le niveau des principes éthiques. Ça, c'est les grands textes de référence, mais pas que. Il y a le niveau général des règles éthiques, qui constituent l'assise de l'exercice professionnel. Et puis, on va aller un peu plus dans la spécificité, on va être sur le niveau des accords éthiques. Et là, on va rentrer dans les particularismes de l'exercice des ILM. Donc, on a pu répartir, grâce à tout le travail qui a été fait, on va dire les grandes idées éthiques entre principes éthiques, règles éthiques, accords éthiques. Il n'y a pas de niveau hiérarchique. Un accord éthique n'est pas forcément moins important qu'un principe éthique. Il y a une grande intrication. On n'est pas sur la pyramide de Kelsen des lois. Il n'y a pas la Constitution au-dessus, etc., etc. Mais il y a une profonde intrication, mais il y a quand même cette notion, cette volonté d'être en tension entre, d'un côté, la morale et l'axiologie, et de l'autre côté, la déontologie, c'est-à-dire l'application pratique par un code professionnel. Bon, ça a fait un paquet d'éléments. Hein. Il y a beaucoup de principes éthiques, beaucoup de règles éthiques, beaucoup d'accords éthiques. Alors, il y avait des redondances, on a pu éliminer les redondances. Il y avait aussi des liens logiques entre eux. Ça nous a permis en fait d'aboutir à une simplification. Donc, les proto-invariants, rapidement, je les passe, mais c'est juste pour vous montrer qu'on travaille. On aime bien montrer qu'on travaille. Allez, on bosse. Bon, tout ça, finalement, on arrive, et ça on vous les présentera bientôt, à 7 principes éthiques, 12 règles, 17 accords. Voilà, on arrive à ça. Et ça va constituer les invariants définitifs. Un petit mot de conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on défend? On défend effectivement une meilleure transférabilité de la recherche à la pratique, mais aussi un retour de la pratique à la recherche. On a besoin de ces allers-retours. L'harmonisation intradisciplinaire et interdisciplinaire, là encore, des concepts de la recherche. Le rapprochement des métiers du soin, ça je pense que c'est important, cette notion de rapprochement. Métiers du soin, de la prévention, du social, de l'éducation. On est dans la logique moderne de One Health, donc on continue là-dessus. Amélioration de la crédibilité des praticiens, je pense que c'est important. Ça va avec offrir une meilleure, enfin pas une meilleure, mais je dirais offrir un gage de sécurité aussi aux usagers. La création de valeur et d'emploi. La meilleure traçabilité des pratiques par la constitution d'un référentiel standardisé. La diminution des inégalités sociales, parce que pour l'instant, c'est vrai que seuls les plus privilégiés en fait profitent des ILM. Lever des incertitudes et des doutes. Amélioration de l'information des citoyens. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, Sébastien.